Bonjour, ici Marie de Sois sage et parle fort. Vous êtes sur la deuxième partie de l'épisode avec Cyril Aoudy, fondateur de Perifit. Je vous invite à écouter l'épisode précédent pour mieux comprendre le contexte. Et sinon, très bonne écoute. Et comment est-ce qu'on peut faire de la croissance sans publicité ? C'est ça. Pour moi, tu as à la fois la communauté que tu peux créer, donc le bouche à oreille, expliquer ta mission, expliquer pourquoi c'est important, et avoir des gens qui partagent ton post parce que tu fais du contenu qui est hyper qualitatif. Donc alors pour ça, moi je suis vraiment nul. Ah. J'ai pas de réseaux sociaux, genre j'ai pas Instagram. Ok. Je suis sur aucun réseau social. C'est pas plus mal des fois. Il y a des choses que tu rates rien. Ouais, bah après ça m'aurait aidé, je pense, pour développer cet aspect-là, et que je trouve beaucoup plus intéressant de développer du contenu qualitatif que de développer juste de l'argent que tu injectes dans Facebook pour forcer ton contenu moins qualitatif nécessairement. Mais bref, je suis pas fait pour ça, donc j'ai fait autre chose. Écoute, tu es ingénieur, on ne peut pas être partout. Hein. Déjà, ingénieur des périnées, c'est déjà pas mal. Et donc, exactement, je suis ingénieur. Et donc, ma formation, c'est de résoudre des problèmes. Ouais. Et le problème que je me suis fixé, c'est comment faire le meilleur dispositif de rééducation du périnée qui ait jamais existé. Et c'est ce levier que j'utilise. Donc, je vais envoyer un produit à des gens, je vais leur demander alors qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Je reçois plein de réponses, je fais des stats sur qu'est-ce qui est le plus gros problème, et du coup, j'essaye de optimiser l'allocation de mes moyens par rapport aux problèmes de mes utilisatrices. En fait, tu as fait des tests produits façon programme ambassadeur, mais toi-même, quoi. Tu as tout fait. Ouais, en fait, on essaie juste d'améliorer le produit constamment. On itère en permanence. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve à 4,6 sur Amazon, 4,7, 4,8 sur les App Store et Google Play. Et on a des gens qui, naturellement, vont parler du produit dans leur entourage. Et ça, c'est, je pense, l'une des manières les plus vertueuses de faire de la croissance, c'est en fait d'avoir un bon produit. Parce que si tu vends un produit pourri, mais que tu as énormément de budget marketing, alors tu vas certainement vendre beaucoup au début. Mais au bout d'un moment, les gens ne reviennent pas parce que... Enfin, après, tu as la chance, entre guillemets, d'être sur un secteur où vous avez assez peu de concurrents finalement, donc, voire pas du tout. Mais je pense à un secteur ultra concurrentiel comme la beauté. Franchement, si j'étais aujourd'hui dans l'envie de créer une boîte, j'irais pas créer une boîte dans la beauté parce que c'est impossible de s'en sortir. Ouais. Tu vois des startups qui ont des super produits, qui sont très bons et qui sont naturels, bio, etc. Mais ils font déjà tous la même chose. Qu'est-ce qui va faire que tu vas te démarquer dans la tête des gens au point qu'ils rachètent ton produit, qu'ils soient fidèles à ton produit ? Parce que sur un secteur où tu as beaucoup d'offres similaires, que ça soit la marque bio X ou la marque bio Y, ça va être difficile de sortir du lot. Alors que là, sur un marché où tu as encore, on va dire, tout seul, si je puis dire, tellement novateur et tellement qui apporte un bienfait plus que sur la santé purement physique, mais mentale aussi, d'équilibre de vie, de tout, forcément, tu as un engagement communautaire qui est d'autant plus présent, je pense. Oui, t'as ça parce que effectivement, t'as des personnes qui vont avoir des vrais changements de vie. C'est ça. T'as des personnes qui pouvaient plus porter leur enfant parce qu'elles avaient une chute d'organes et que dès qu'elles le portaient, ça faisait sortir leurs organes. Qui peuvent de nouveau courir, qui peuvent de nouveau jouer avec leurs enfants. C'est un impact hyper fort dans la vie, la mobilité et la liberté de mouvement. Donc forcément, ça touche des gens qui vont avoir envie d'en parler autour d'elles. Donc on est aidé par ça, c'est clair. Et les professionnels de santé, peut-être avec qui vous pouvez être partenaire ou qui peuvent peut-être créer du contenu ou parler de vous autour d'eux. Oui, complètement. J'ai pas rebondi sur les professionnels de santé. C'est pour nous une priorité, donc de réussir à être visible auprès des professionnels de santé. Par contre, c'est pas pour rien que les professionnels de santé sont souvent touchés par des laboratoires pharmaceutiques, parce que ça demande en fait beaucoup d'argent pour être visible auprès des professionnels de santé. Ça te demande de réaliser des études cliniques. Les études cliniques, ça peut coûter entre 100 000 et plusieurs millions d'euros, en fonction de la qualité que tu as envie de délivrer derrière.
Ça te demande d'avoir des visiteurs médicaux, des personnes qui vont réussir à prendre rendez-vous avec des professionnels de santé. Moi, j'ai passé quelques mois à essayer de prendre rendez-vous avec un gynécologue. Ah oui, c'est vrai que déjà prendre un rendez-vous pour ça chez un gynécologue, c'est déjà pas facile. Peut-être que tu devrais demander à ta femme en fait de prendre rendez-vous chez un gynéco et en fait elle vient avec le truc. Vous en pensez quoi en même temps, c'est normal. C'est des mais tu peux pas. Tu as fait faire des tests cliniques. Tu peux pas faire des tests cliniques sur un. Si, tu peux faire. Tu peux faire, mais ça coûte très très cher. Alors ça coûte très cher. On l'a fait. On a eu des bons résultats. Et là, on est en train d'exploiter ces résultats pour commencer à aller voir des kinésithérapeutes, des sages-femmes, potentiellement des urologues. C'est un sujet hyper clé et stratégique pour nous. Ouais. Mais c'est juste que par rapport au degré de maturité d'une société, tu peux pas commencer par ça parce qu'en fait, c'est comme si t'essayais de gravir une montagne, mais par le côté le plus pentu. C'est ça. Donc certes, le chemin, c'est le plus court. Mais physiquement, mais c'est le plus long en termes de temps, quoi. Ouais, en fait, il vaut mieux peut-être partir par les femmes qui le testent et qui en parlent du coup autour d'elles aux professionnels de santé avec qui elles sont, parce que du coup là, tu permets de faire parler du produit aussi aux personnes concernées. Et sur l'entrepreneuriat, du coup, parce que c'est quand même aussi un sujet moi qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu considères que, avec le recul, est-ce que c'était plutôt facile? C'est jamais facile d'entreprendre. Disons qu'il y a des entreprises qui sont plus simples à mener à bien que d'autres. Est-ce que tu trouves que c'est quand même dur? Est-ce que ça te demande vraiment de te battre beaucoup, tu vois, genre le combat et tout pour s'en sortir? Ou est-ce que ça a été plutôt positif sur l'ensemble? Est-ce que tu l'as bien vécu? Écoute, en fait, c'était très dur. C'était super J'ai trop dur. mal dormi. Non, c'est très très dur. Je t'en avais parlé un peu avant qu'on commence. J'avais fait un burn-out au début parce que je cumulais mon travail et mon projet entrepreneurial. J'ai passé quelques années au SMIC. Même en dessous du SMIC, je crois qu'on était à 1 100 € par mois. Tu veux dire au début de Périfit? Au début de Périfit, ouais. On a passé... À Paris. Ouais, mais du coup, je suis parti vivre au Vietnam. Ah ouais? Pour survivre malgré ça. Donc tu lançais Périfit depuis le Vietnam? J'ai commencé à Paris et puis ensuite je suis parti au Vietnam. Ouais. Et puis surtout, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis avec mon associé qui est un génie, littéralement, qui est hyper bon en tech, qui m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais été capable de faire sans lui. C'est ma deuxième expérience parce que j'ai commencé par une première start-up qui n'a pas marché, où j'ai appris énormément de choses. Et cette première start-up, je l'ai arrêtée au bout d'un moment parce que j'avais plus d'argent. Et que du coup, je me retrouvais isolé socialement, dans le sens où j'habitais en banlieue chez mes parents. Et donc, j'avais même pas de quoi me payer le trajet jusqu'à Paris. Donc, je fraudais les transports pour aller jusqu'à Paris. C'était quoi? C'était il y a quoi, 5, un peu plus de 5 ans, du coup? Ma première start-up, c'était plutôt il y a 10 ans. Ah ouais, il y a 10 ans. Okay. C'était... le retour chez les parents alors que t'es adulte et tout. Enfin, c'était hyper dur émotionnellement. Ouais. Et on est passé par des phases où, pendant 2 ans, on savait qu'on allait faire faillite dans 2 mois. Et c'était... Ça repoussait à chaque fois. C'était une fuite permanente. En fait, tous les 2 mois, il fallait qu'on trouve une nouvelle solution pour ne pas faire faillite 2 mois plus tard. Et à chaque fois, c'était un challenge. Et à chaque fois, c'était aussi l'interrogation. Est-ce que je vais refaire comme ma première startup, à savoir, est-ce que je vais repasser 2-3 ans de ma vie à travailler et à finir avec des dettes et à finir encore plus éloigné de ce à quoi j'aspirais. Et c'est beaucoup de travail aussi en termes d'horaire. Enfin bref, je pense que c'est difficile. Et personnellement, j'aurais pas pu faire ça si j'avais des alternatives. Parce que moi, j'étais hyper malheureux dans mon travail en CDI. Et donc, je trouvais ça dur ce que je faisais, mais... Tu t'es pas donné le choix, quoi. Parce que tu t'es dit, je veux pas faire autre chose. Mais je savais que j'avais pas le choix, en fait. Ouais. Je savais que ça allait pas marcher pour moi si je trouvais un autre CDI. Ou peut-être que j'avais tort à l'époque. Peut-être que si j'avais cherché d'autres CDI, effectivement, je me rends compte aujourd'hui, d'une boîte à l'autre, tu peux passer dans un environnement toxique à dans un environnement hyper bienveillant. Mais je sentais que j'avais un petit problème avec l'autorité. Entre nous, j'ai un petit peu le même problème. Genre, tu sais... Ouais, c'est se sentir... tu gères ta vie, quoi. Enfin, t'es ton propre patron. Même si t'as des comptes à rendre, bien évidemment.
mais c'est toi qui gères ton truc, quoi. Ouais, mais c'est toujours plus agréable de rendre des comptes à des clients, à des personnes pour qui tu sais que tu vas avoir un impact, que de rendre des comptes à quelqu'un qui a potentiellement un agenda politique qui sert pas les intérêts de la société ou qui sert pas les intérêts communs de notre société. Donc c'est dur, mais en même temps, quand t'as pas le choix, quand tu sais que c'est ce que tu dois faire, bah t'en gardes quand même un super souvenir. Et au final, moi, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est cette période de galère où je me souviens qu'on travaillait dans une cave avec mon associé. On a passé quelques mois dans une cave. Donc, c'était littéralement une cave. Hein. Donc, tu rentrais par l'entrée, tu descendais au sous-sol, t'ouvrais la porte. Et c'était limite s'il n'y avait pas des rats qui passaient. Il n'y avait pas de fenêtre, du coup. T'étais uniquement éclairé par la lumière artificielle des lampes. Et j'ai un trop bon souvenir de ça. Alors, en fait, c'est parfois dans les moments où tu galères de ouf dans des situations de vie perso ou pro que après t'en retires tellement du positif que tu t'y repenses et tu dis quand même, putain, on est passé par des trucs, mais maintenant, tu vois le chemin fait en fait et tu l'apprécies parce que ça t'a forcé aussi à trouver des solutions, ça t'a forcé à prendre sur toi, ça t'a forcé à penser intelligent, à trouver des solutions différentes plutôt que de jouer la carte de, entre guillemets facilité. Je dis pas qu'avoir un CDI et un boulot métro dodo c'est facile, je dis pas du tout ça, mais quand t'es confronté à ce que ça soit toi qui te ramène tes sous à la fin du mois et que ton produit ou ton service te permette de gagner ta vie et d'aider des gens en plus, bah t'es obligé de te dire bon mince quoi, il faut que je trouve des trucs quoi. Et je trouve que c'est hyper formateur. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec cette tendance qu'on voit surtout sur LinkedIn de tous ces entrepreneurs hyper jeunes qui sont influenceurs LinkedIn ou que sais-je, voilà, et qui te pondent des ah mais je te jure tous les 3 matins comment je gagne 10 000 euros par jour avec mes clients et je vais t'apprendre à faire pareil. Il y a tout un microcosme je crois qui évolue sur LinkedIn sur ça. Mais ils vendent l'entrepreneuriat comme étant quelque chose de tellement facile que tu claques des doigts et ça vient. C'est tellement mensonger déjà. Et en plus, je me pose aussi la question de ce que ça révèle en fait de cet essor massif de je veux plus avoir de patron, je veux faire ma boîte, tu vois, je sais pas, j'ai pas forcément de réponse non plus à ces 4 questions en une, mais c'est un truc que je vois beaucoup, c'est cette vente de l'entrepreneuriat comme chose de facile et que tout le monde peut faire. Ouais. Chose que je pense pas que tout le monde soit fait pour l'entrepreneuriat déjà. Et ouais, ce truc qui est vendu un peu comme étant quelque chose de facile et qui sous-estime aussi le temps passé, le travail, peut-être les sacrifices qu'il faut faire. Ouais. Donc, alors là-dessus, moi, j'ai pas du tout le sentiment que ce soit facile d'entreprendre. Par contre, j'ai pas du tout le sentiment que ce soit inaccessible. Oui, non, ça c'est vrai. Et je pense que c'est quelque chose qui est très accessible à quelqu'un qui a la volonté et la pugnacité pour y arriver. Et la bonne idée. Et la bonne idée. Ouais. Bon, après, c'est une bonne idée. C'est comment tu la vends aussi. C'est aussi à force d'itération que tu finis par trouver la bonne idée. Donc même si t'as pas de bonne idée au départ, tu peux finir par y arriver. Et je suis à peu près comme toi. Je vois aussi passer des coachs en entrepreneuriat ou des gens qui vendent des formations sur l'entrepreneuriat et qui te font rêver avec des chiffres qui, moi, me paraissent hallucinants. Notamment, j'ai vu pas mal la vague du dropshipping. Comme étant les mecs faites du dropshipping et tout. Et moi, je trouve ça honteux, mais je trouve ça honteux en plus d'un point de vue environnemental, de principe, d'éthique, tout ce que tu veux. J'arrive même pas à comprendre qu'il y ait des gens qui s'en vantent, tu vois. Genre, mais cachez-vous quoi. En fait, ils vendent leur formation. En fait, j'ai l'impression que bien souvent, ces gens, ils s'enrichissent pas avec le dropshipping, ils s'enrichissent avec la formation qu'ils vendent sur le dropshipping. Et ça, c'est quand même tout à fait scandaleux. Parce qu'on est face à des arnaqueurs. Enfin, je pense vraiment qu'ils ne sont pas tous arnaqueurs. Je pense qu'il y en a qui sont tout à fait honnêtes et qui s'enrichissent très bien. Mais étant dans l'industrie et étant dans ce métier-là, je vois à quel point c'est compliqué de trouver un produit qui a des coûts d'acquisition sur les plateformes de pub suffisamment bas pour que derrière tu puisses générer une marge qui soit suffisamment intéressante pour toi te générer un revenu juste pour toi. Je comprends pas comment
des personnes peuvent générer des revenus aussi impressionnants. Mais ils ont sûrement beaucoup plus de talent que moi, pour ceux qui réussissent. Mais en tout cas... Après, il doit y avoir des magouilles un peu partout aussi, parce que, c'est un peu suspect. j'ai un peu fait mes recherches, j'ai creusé, quoi. Je veux comprendre les choses, tu vois. J'ai un petit peu fait ma petite enquête, mais il y a des magouilles au niveau du fisc et tout. Enfin, parce que quand tu sais qu'au-dessus d'un certain... Parce qu'il y en a beaucoup qui démarrent en auto-entreprise. Ouais. Sauf qu'au-dessus de 70 000 € par an pendant 2 ans, tu es obligé de passer en SASU. Et là, c'est pas la même histoire au niveau des impôts. Ah, et t'as pu retrouver les personnes pour vérifier s'ils avaient passé... non, je suis pas allée jusque-là. Je suis pas allée regarder sur les sociétés et tout. Mais je pense qu'il y en a qui jonglent un peu sur la légalité au niveau du fisc pour éviter d'être trop imposés. Ouais. Parce que quand tu es un auto-entrepreneur, tu payes déjà quand même 22% de charges, qui est déjà beaucoup. Si jamais je devais gagner 70 000 € dans l'année, ça serait vraiment trop bien. Mais si jamais tu dépasses ça pendant 2 ans d'affilée, tu passes en SASU de manière obligatoire. Oui. Et là, par contre, les impôts, là, tu prends très très cher. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que l'auto-entreprise, c'est plus... tu dois aussi penser à mettre de côté pour ta retraite, pour ton chômage, pour ta mutuelle, pour tout ça. Donc, c'est aussi pas simple, en fait. Non, c'est pas du tout évident. C'est jamais simple. En effet, ouais. C'est pas du tout évident parce que générer des revenus aussi importants en prenant en compte le fait que quand tu travailles pas, tu peux ne pas avoir de revenus. C'est ça. Que du coup, même si tu gagnes 60 000 € par an, si tu déduis toutes tes charges, si tes logiciels, tes produits, le temps où tu vas pas travailler, où tu as besoin de te reposer, ou alors si tu travailles une année complète, potentiellement l'année d'après tu vas être en burn-out et du coup tu auras besoin de 6 mois pour récupérer. C'est difficile de réussir. Je pense que moi, la partie qui est pour moi à mes yeux la plus compliquée dans l'entrepreneuriat, c'est toute la partie c'est tout ça en fait, c'est l'administration, c'est comprendre les comptabilités, les finances, les machins, c'est ça pour moi, c'est le ça m'angoisse. T'angoisse. Ça me fatigue en fait. J'aimerais que quelqu'un me dise c'est ça que tu dois faire, là je te signe ton papier, machin, sauf que si je voulais ça, il faut que je les paye ces gens-là. Donc je n'ai pas d'argent, donc je fais tout moi-même pour tout chercher, les l'URSSAF, les trucs, les infos, machin. Mais tu perds du temps. Enfin, tu perds du temps. T'apprends. Ouais. C'est formateur. C'est vrai que faire ça avec vraiment zéro, c'est hyper compliqué, quoi. Parce qu'effectivement, il faut que tu deviennes expert. C'est ça. Dans tous les métiers. C'est ça. Il faut que tu deviennes experte en marketing, il faut que tu deviennes experte en support client, il faut que tu deviennes experte en compta, en finance. Mais après, au moins, tu sais que c'est toi qui l'as fait de A à Z. Tu vois, par exemple, moi, j'ai déjà été contactée plein de fois par des gens pour faire mes montages sur le podcast à ma place. Ouais. Mais je veux pas. Outre le fait que ça soit payant, je ne veux pas déléguer quelque chose où c'est pas moi qui contrôle de A à Z ce qui va sortir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, donc, je comprends. Quelque part, c'est une charge que je me mets entre guillemets en termes de temps, mais je sais que la qualité que j'ai à la fin, je sais que c'est moi qui ai gardé ces morceaux-là et que la conversation, elle est comme ça et c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui fais la bande-annonce, c'est moi qui vais choper les extraits et je veux pas le déléguer parce que je veux le faire en fait, tu vois. Donc, c'est un choix aussi. C'est vertueux parce que ça te permet de te former sur le sujet, de devenir experte et potentiellement derrière d'être à la meilleure place pour recruter la bonne personne qui va t'accompagner le jour où ta société générera suffisamment d'argent. Une belle vision de l'entrepreneuriat, du coup, c'est d'apprendre à être multitask. C'est ça. Même toi, parce qu'au départ, vous étiez pas... Là, vous êtes 35 maintenant, tu m'as dit. Oui. Mais au départ, vous étiez peut-être 2, et puis après 3, 4, 5. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes 35, mais vous êtes tous en France, tous à Paris. Alors, on a des gens en remote, des gens qui ne sont pas à Paris, par exemple. Notre CTO qui est à Lyon, qui vient une fois par semaine. On a une personne qui est à La Réunion, notre product manager pour Perifit, la sonde. Donc c'est elle qui fait en sorte d'améliorer constamment l'expérience des utilisatrices. J'ai mon associé qui est à Taïwan. Waouh. Ok. Qui s'est installé à Taïwan et qui vit là-bas avec une personne qui l'a recruté. Trop bien. Il vit pas avec la personne qui l'a recruté, il vit avec sa femme. Après, il aurait pu, il vit dans la même île que la personne qui l'a recruté. Et voilà, donc en fait, on a une politique un peu du coup, libertaire remote friendly. Ouais, remote friendly. Ouais. Ah, c'est le grand sujet en ce moment. Désolée, je fais encore une parenthèse, mais je vois des articles tous les matins de... Oui, la fin du télétravail, les entreprises demandent les salariés à revenir dans les entreprises, ça fonctionne pas, machin. Quel est ton avis sur le sujet ? Je pense que si tu me dis que vous êtes beaucoup en remote, plusieurs en remote, c'est que ça doit marcher. Alors, moi, j'ai été très frustré dans mon CDI. Ouais. J'étais très frustré parce que j'ai fait un burn-out et j'ai fait aussi une dépression à un moment.
parce que je me sentais vraiment pas bien pour plusieurs raisons. Notamment, je trouvais que le présentéisme, c'était quelque chose de désastreux, de créer une compétition entre les gens qui viennent pour savoir qui va rester le plus longtemps sur place. Le soir, tu veux dire, à la fin de la journée ? Ouais, par exemple le soir, oui. Et de voir plein de gens qui ne travaillaient pas, mais qui restaient là parce qu'ils savaient que c'était important que leur manager les voit partir après une certaine heure. L'horreur. Et je me disais, mais en fait, non seulement ça n'apporte rien à l'entreprise, mais en plus c'est toxique pour les individus, et ça peut même dégrader l'entreprise, parce que si tu te retrouves à détester ton taf, parce que tu te sens obligé de rester alors que tu pourrais partir, bah en fait, t'as moins de temps pour toi pour t'épanouir dans ta vie perso, et potentiellement t'as moins d'énergie derrière à fournir à l'entreprise. Donc je me suis dit, ok, donc ça, imposer les gens de rester sur place, c'est une anarchie, c'est complètement débile. Et donc on a lancé la société avec notamment cette règle qui était que les personnes, après avoir passé un mois avec nous, parce qu'au début on pense que c'est bien important de voir les gens, passer un mois avec les gens physiquement, tu vois des choses que tu vois pas à travers une visio. Et ensuite, il y a une liberté totale sur est-ce que tu restes chez toi toute la journée, toute la semaine, toute l'année, ou est-ce que tu viens une fois par semaine, ou est-ce que tu viens 3 fois par semaine. Et du coup, on a des personnes qui viennent tous les jours, on a des personnes qu'on voit jamais. Et c'est propre à chacun. Et puis c'est aussi une liberté qui s'accompagne de responsabilité. Tout à fait. Donc potentiellement, si ton métier, c'est de démonter un produit pour voir le problème qu'il a à l'intérieur, bah, tu peux décider de rester chez toi, mais si chez toi, tu n'as pas les outils, tu n'as pas tout ce qu'il faut pour le faire, bah, en réalité, tu ne pourras pas faire ton travail correctement. Si tu as un travail de manager et que ton équipe a besoin de toi pour être formée, et que la formation est plus simple avec certaines personnes en physique, bah, forcément, si tu n'es pas sur place, bah, tu ne peux pas forcément faire ton travail aussi bien que si tu es chez toi. Donc il y a un juste milieu à trouver entre liberté et responsabilité. Et nous, on essaye de donner à la fois un maximum de liberté et de confiance aux gens. Parce que je pense que si tu leur donnes cette liberté, mais que derrière, tu fais pas confiance et que tu fliques, bah en fait, tu niques complètement ton intention initiale. Mais je pense que... T'as aussi T'as ça, et t'as aussi... Il y a 2 trucs. Je me suis pas mal renseignée sur... J'ai un peu cherché des choses sur les rythmes biologiques de concentration et des profils psychologiques, et j'avais vu une étude par des médecins psychiatres qui expliquait qu'en fait, en fonction de ton profil psychologique d'introverti ou d'extraverti et de ta manière de gérer les émotions, tu pouvais être complètement 10 000 fois plus productif chez toi au calme, et quand d'autres, ils ont besoin de la présence des autres. Il y a ça, et il y a aussi le rythme biologique. Tu vois, typiquement, moi, je me réveille super tôt le matin, et je peux être super concentrée si je démarre à 7h30. Mais je vais pas me pointer au bureau à 7h30 du matin. Déjà, c'est fermé. Enfin, voilà, il faudrait que j'ai les clés et tout. Puis, tu as les transports. Là, je sors de mon lit, je prends ma douche, je prends mon petit-déj, mon café. Je suis déjà en train de travailler. Mais pour autant, mon idéal, ça serait que je puisse faire une super longue pause le midi pour aller faire mon sport. Et puis, je termine tôt à la fin de la journée. Mais en même temps, j'ai été super performante tout le reste du temps. Sauf que ça, c'est sûr que ça ne rentre pas dans les cases classiques de métro, boulot, dodo à telle heure, et puis juste à telle heure tu restes parce que présentéisme. Alors que par exemple aux États-Unis, quelqu'un qui part plus tôt, on le félicite parce que c'est-à-dire qu'il a été efficace. Donc c'est là que tu te dis, mais oui, en fait, tu vois. Après, tu as aussi beaucoup d'entreprises qui sont en apparence, généreuses sur ce plan-là de remote friendly, mais qui vont quand même dire on t'a pas vu depuis longtemps, hein, quand même, ça devrait être bien quand on te voit, parce que quand même la cohésion. Et tu dis, oui, mais je viens pas pour boire des coups avec vous, quoi. Sauf si j'ai envie et que on va boire des coups après ou quoi, tu vois. Mais c'est vraiment... j'observe beaucoup les articles, je lis, je les vois passer, je regarde ce qui se dit, et je pense qu'en fait, on s'attaque pas au vrai fond du problème, tu vois. Tout ça, c'est du blabla autour du sujet de venir ou pas venir, mais c'est pas le fond du problème, en fait. Ça, c'est quoi le fond du problème pour moi, le fond du problème, c'est la structure même du travail en France. C'est la notion même de la confiance que tu accordes aux salariés, de ce rapport en fait qu'il y a toujours eu depuis des siècles sur le rapport de force entre guillemets entre le patron et ses salariés, avec l'idée selon laquelle le salarié que tu ne vois pas ne fait pas son travail parce que du coup il est contraint de travailler pour gagner de l'argent, donc s'il peut ne pas être sous tes yeux, il va ne rien faire et quand même être... Tu vois, il y a ce rapport un peu de manque de confiance
Je dis pas qu'il y a encore, mais qui date d'il y a plusieurs décennies, mais qui continue de polluer un peu, je pense, les entreprises, malgré tout. Même les entreprises les plus modernes, entre guillemets, je sais pas, Google, Amazon et tout, ou même Zoom, le leader de la visio qui demande à tous ses salariés de revenir sur place. Ça, c'est quand même très drôle. C'est clair, je savais pas. Ouais, et en fait, c'est là, ils ont demandé à tous leurs salariés de revenir en présence dans les bureaux. Zoom, quoi. Ouais. T'es là, d'accord, les gars, hein super. On va arrêter de payer, du coup, pour Zoom. Non, ouais, c'est ça. Mais non, je trouve ça très intéressant comme sujet et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux en ce moment qui sont en train de se jouer dans les entreprises. Il y a ces sujets de santé mentale, avec jusqu'à quel point l'entreprise est vraiment sincère quand elle promet je sais pas, des séances de psychologie ou des trucs comme ça, jusqu'à quel point c'est vraiment bénéfique en fait d'apporter ça, tu vois. Il y a des enjeux donc de santé mentale, il y a des enjeux où les entreprises se rendent compte. Aujourd'hui, on peut plus faire semblant, on peut plus faire comme avant, c'est plus possible, on est obligé d'intégrer ces questions-là de télétravail parce que les gens sont demandeurs, mais tu sens qu'il y a encore chez certaines entreprises une résistance et qui considèrent que c'est un cadeau. C'est pas un cadeau en fait, ça devrait pas être quelque chose de waouh, tu vois. Mais bon, là on est parti on est passé du hamac du Périnée à à l'épanouissement au travail. C'est ça. Ouais, mais effectivement, je pense que la notion de confiance dont tu as parlé, elle est essentielle si tu veux que ton télétravail fonctionne. Bien sûr. Parce qu'à partir du moment où tu vois ça comme un cadeau et que tu vois pas ça comme un outil au service de ton entreprise, pour lui permettre juste d'exister de la meilleure des manières, en fait, tu rates le coche de comment je peux utiliser le télétravail pour rendre ma société plus performante. Et en fait, tu tires une balle dans le pied parce que tu vas être en permanence en train de suspecter les gens. Et il n'y a rien de pire quand on travaille et quand on se donne. En plus, il y a des gens qui se donnent énormément pour leur travail et qui perdent toute foi au travail parce qu'il y a un manager qui leur dit « j'ai l'impression que tu n'as pas travaillé » ou « je te fais pas confiance sur telle ou telle chose ». Et ça, c'est genre, on peut le vivre comme une trahison en fait. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance jusqu'à présent. Enfin, les entreprises où j'ai été ont toujours été... l'entreprise où j'étais avant, c'est un groupe média, donc eux, ils sont très, 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 très frileux sur le télétravail. Mais il y en avait un petit peu. Mais à l'époque, c'était juste après le confinement, donc c'était peut-être... Enfin, on avait fait toute une période de confinement où on était complètement chez nous et en fait, on avait explosé les chiffres. Enfin, je veux dire, on avait cartonné. Oui. On était en plein confinement. Moi, je sais que je suis beaucoup plus productive chez moi et ça me va très bien. Mais je suis pas productive aux mêmes heures que les gens normaux, tu vois. C'est pas les gens normaux, c'est les gens, les horaires classiques du 9h-18h. Bah oui. Tu vois. Et quand je vois, on le voit plus trop ça maintenant, mais il y a eu une époque où il y avait des gens qui restaient jusqu'à très 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 tard dans certaines entreprises, genre 21h, 22h, et qui sortaient du boulot, ça y est, je sors du travail. Pourquoi ? Genre, c'est l'heure de dormir, les gars, là. Enfin, genre, tu vois. Ouais, c'est clair. Faut bien envoyer un mail à ce moment-là. Pour être sûr que tout le monde le voit que tu sors à 22h. Ouais, c'est ça. Tu vois, bon, je vous ai laissé les trucs pour demain matin. Je quitte le taf, désolé, j'ai tardé. Ouais. Non, carrément. C'est absurde. Ok. Mais c'était marrant ce que tu disais. Tu disais que du coup, les gens qui sont plus introvertis vont potentiellement avoir plus de facilité à rester chez eux pour être productifs. Et inversement, les gens extravertis vont aller au boulot. Ça veut dire qu'en fait, au boulot, bientôt, on n'aura que des gens hyper bavards. Ouais. Non, en fait, c'est la notion parce que tu peux être introverti et très très sociable. En fait, l'introversion et l'extraversion, c'est plutôt sur comment tu recharges tes batteries émotionnelles. Ok. J'avais lu un exemple, c'est chaque matin, tu te réveilles avec un lot de cuillères. T'imagines, on va parler vaisselle. Chaque matin, tu te réveilles, t'as un nombre de cuillères qui représentent tes doses d'énergie de la journée. Ouais. Chez certaines personnes, par exemple, quelqu'un qui est déprimé, qui est en dépression, prendre une douche, ça va lui faire perdre 3 cuillères. D'accord. Okay, tu vois, je te schématise. Quelqu'un d'autre, il boit son café, ça va lui redonner une cuillère. Et puis, tu as son enfant qui va crier dès le matin parce qu'il fait une crise, il va en perdre 4 d'un coup. Ok. Dans cette notion de cuillère qui te perd de l'énergie et qui te redonne des batteries, etc., les introvertis rechargent leur batterie en étant seuls, en passant du temps seuls. Mais ils adorent, enfin, en tout cas certains, adorent être avec des gens quand ils choisissent de le faire. Et ils peuvent être super sociables. D'accord. Un extraverti, quand il est tout seul, il perd de la batterie. Et il recharge son énergie en étant au contact des autres.
D'accord. Et de ce point de vue-là, du coup, si tu fais la corrélation avec la notion de productivité, de se concentrer, de se sentir utile, etc., quelqu'un d'extraverti, il va peut-être se sentir stimulé par la présence d'autres personnes qui travaillent autour de lui et ça va lui faire un sentiment de « Ok, j'ai envie de bosser, je suis bien, je suis entouré. » Même s'il ne parle pas forcément, il est entouré d'autres personnes. Donc ça lui donne de l'énergie. Mais quelqu'un d'introverti qui va entendre du bruit, qui va être peut-être un peu hypersensible et qui va voir le gars qui fait tomber sa tasse sa cuillère dans sa tasse à café et puis l'autre qui fait tomber son fil, machin, ça le stresse ou ça le perturbe, ça le sort de sa concentration et il va rentrer, moi pour le coup, par exemple, je peux rentrer d'une journée au travail, je suis lessivée, j'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver. Ok. Alors que j'ai pas forcément été confrontée à du bruit plus que de ça, tu vois, mais j'ai pris les transports, il y a eu du bruit, il y a eu un truc qui m'a contrariée, ou tu vois, une réaction ou machin. Alors que seule, je suis introvertie et je suis mieux concentrée, je fais des zooms ou des visios et ça me rend super contente de parler avec les gens, mais puis après, je fais mon truc dans mon calme, tu vois. Ouais, je comprends maintenant. C'est vraiment cette notion. La présence des autres qui potentiellement va te consommer de l'énergie mentale. Par exemple. Que tu peux mieux utiliser quand tu maîtrises ton environnement. Par exemple. Et donc, après, chaque personne va trouver son rythme. Tu vois, tu as des gens qui vont avoir besoin d'aller au sport le soir pour évacuer le stress ou la pression de la journée. Il y en a, ça va être le matin, il y en a, ça va être le midi, il y en a, ça va être le yoga, il y en a d'autres, ça va être les trucs hyper intenses ou la muscu ou je sais pas. C'est un équilibre, en fait, à trouver par rapport à qui on est et de se connaître suffisamment bien sur ce qui marche et ce qui marche pas. Et c'est vrai que quand tu as été habitué à ce que la norme, ça soit comme ça, du 9h-18h au bureau et pas autrement, tu as aussi beaucoup de gens qui sont peut-être déconnectés de qu'est-ce qui leur permet d'être vraiment bien, en fait, tu vois, et qui... C'est une hypothèse, mais il y a peut-être beaucoup de gens aussi qui se rendent pas compte du mal-être dans lequel ils sont et du stress qu'ils ont et qu'ils entretiennent, etc., tu vois. Ça demande une connaissance certaine de soi, je pense. Mais c'est hyper intéressant en fait. C'est vrai que j'en avais jamais entendu parler de ce sujet. Mais c'est vrai que quand tu écoutes ça et que tu regardes le télétravail, tu te dis, en fait, le fait de laisser la possibilité aux gens de choisir où est-ce qu'ils vont travailler, tu leur laisses la possibilité d'optimiser leur énergie. Ouais. Et de devenir... Et leur bien-être mental, ouais. Donc leur concentration, donc leur capacité à prendre des bonnes décisions au bon moment, à pas... tu vois, par exemple... Tu as des gens, quand ils vont être confrontés à une interaction sociale, par exemple avec un responsable en direct, avec un manager, et qu'ils vont avoir une discussion, ils vont peut-être pas savoir répondre ou réagir tout de suite parce que le coup de l'émotion, parce qu'ils ont du mal à... Tu vois, ok, et ils ont besoin d'un temps pour analyser le truc. Ok, donc c'est là, je vais répondre ça, le temps de se cadrer, tu vois. Pour X raisons, tu as des gens qui ont des difficultés avec l'interaction, d'arriver à mettre des mots sur leurs émotions tout de suite. Le télétravail ou le fait d'être au calme plus souvent, va peut-être permettre de faire baisser le système nerveux de ces personnes-là qui sont peut-être plus vite stressées que d'autres et leur permettre de réguler leur énergie, donc leur concentration. Donc à terme, peut-être moins de fatigue, un meilleur sommeil, un meilleur équilibre, etc. Et c'est le cercle vertueux pour les entreprises aussi. Bien sûr. Je pense. Évidemment. Donc je fais un plaidoyer pour le télétravail. Enfin, pour l'écoute. Enfin, c'est pas un plaidoyer pour le télétravail, c'est plutôt un plaidoyer pour l'écoute attentive des personnes en tant qu'individus et non pas en tant que collectif d'une règle générale pour tout le monde, tu vois. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises doivent, ça c'est mon avis en tout cas, doivent considérer l'entreprise comme plein d'individus différents plutôt que comme un groupe unique qui doit être tous pareils, tu vois, qui doit fonctionner de la même manière. Pour permettre le bienfait collectif, il faut pouvoir écouter les individus apparemment, je pense. Et il y a plein d'études qui montrent que tu as des meilleures performances quand tu as un groupe d'individus qui est diversifié. Bien sûr. L'intelligence collective, ça marche. Waouh. on a fait une ouverture intéressante. Ouais. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Une dernière question quand même. Enfin, j'en ai deux. Quels sont les entrepreneurs ou entrepreneurs femmes qui t'inspirent ou des entreprises qui t'inspirent dans certains secteurs en ce moment ou que tu suis? Bonne question, très bonne question. Je suis moins connecté maintenant. Enfin, j'ai eu une période où je m'intéressais énormément à ça. Et maintenant, je m'intéresse plus soit à ma société, soit à ma vie perso. Ouais, c'est bien aussi. Mais en tout cas, l'entrepreneur qui m'a le plus impacté dans ma vie, c'est Fred Potter. C'est le cofondateur de WeThings. Ah
oui, ok. Et le fondateur de Netatmo. C'est des objets connectés dédiés à la maison. Ils ont notamment un thermostat connecté, des capteurs de qualité de l'air, un pluviomètre et évidemment une station météo connectée. Ok. C'est quelqu'un qui déjà a une très belle carrière dans les objets connectés. Donc, il a créé 2 sociétés qui ont eu un impact énorme dans l'écosystème européen. Et personnellement, c'est quelqu'un qui nous a conseillé pendant beaucoup d'années. Il n'est pas français. Il est français, si. Netatmo, c'est français, mais Withings, c'est pas français. C'est français aussi. Ah ouais? Ouais, ça a été fondé en France. Faut que je révise mes classiques, là. Ok. Parce que c'est un nom un peu plus américanisé, mais ouais. Withings, oui, c'est les balances connectées. Je crois qu'ils ont des montres connectées aussi. Ouais, ok. Et je suis assez fan de ce personnage, de tout ce qu'il a pu nous apporter à nous chez Perifit. Je me souviens notamment d'un premier entretien qu'on a fait avec lui où, en 1 heure, et il nous a donné 3 priorités qu'on a suivies pendant 1 an et demi, je crois. Vraiment à la lettre. Et ça nous a permis de développer la société comme jamais on l'avait développée avant de l'avoir rencontré. C'est quelqu'un qui a ce type d'impact, en fait. Ouais, 1 heure de conversation, 1 heure de formation avec lui, ça te vaut un master. Ouais, je vois. Il y a des gens comme ça qui font cet effet-là où tu les as pendant 1 heure et t'es là, ah putain. Tu te prends une claque. Ouais. Et c'est quoi ces 3 objectifs, du coup? Je crois que c'était pas très compliqué. C'était arrêter de faire des produits de merde. Oui, bon. Ouais. Non, mais il avait relevé plein de petits détails qui n'allaient pas. Relever votre niveau d'exigence. C'était baisser les coûts d'acquisition et c'était consolider l'infrastructure, je crois. J'ai plus exactement en tête, c'est il y a quelques années. Mais en tout cas, c'était hyper impactant et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans l'entrepreneuriat. Ok. Bon, bah écoute, merci. Et ma dernière question, que t'évoque la phrase « Sois sage et parle fort » ? Je suis désolé, j'avais pas réfléchi à cette question. Ouais, j'avais pas pensé à la poser, mais finalement, ça fait un moment que je l'ai pas posée. Je me dis, tiens... écoute, moi, là, c'est vrai que ça m'a interpellé. Ah ouais ? Ce titre. Parce que je dis, sois sage et parle fort, mais pourquoi ? C'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre, tu vois. C'est sois sage et tais-toi. Donc, parle fort, en fait, c'est un contraste entre, je pense, je vois le contre-pied de la violence. Donc, t'es sage, c'est-à-dire que moi, je vois ça un peu comme quelque chose à la fois d'être calme, mais parle fort parce que t'es présent et assume qui tu es et vis l'instant présent et assure à travers tes actions qu'on t'entend sans pour autant rentrer dans un rapport de force. Ouais. Et je trouvais que c'était une belle image de l'existence à la fois saine mais assumée. J'aime bien. J'aime bien à chaque fois la définition des personnes qui me donnent. J'aime bien. C'est pas du tout ça d'habitude. Si, c'est... Enfin, il y a différents... C'est souvent ce qui ressort, c'est le paradoxe d'être sage. J'avais quelqu'un qui m'avait dit la sagesse de la connaissance et de le parler plus fort pour le partager, en fait. Aussi. J'avais trouvé ça un peu intéressant. C'est encore mieux ça. Je regrette d'avoir trouvé... Mais pas du tout. Mon analyse. Mais pas du tout. Mais non, mais c'est... Non, en tout cas, merci beaucoup. Du coup, si vous souhaitez retrouver le Perifit, vous savez qu'il suffit de taper Perifit et il y a un site internet très bien expliqué avec les 2 sondes qui sont présentées. Si vous avez des questions sur l'utilisation, n'hésitez pas à faire appel à mon avis ou aux avis qui sont présents sur le site. Et bien évidemment, je mettrai les informations dans la description de l'épisode si vous voulez aller retrouver le site ou le profil de Cyril sur LinkedIn, du coup, et pas sur Instagram. Et en tout cas, merci pour ton temps et merci de faire bouger les lignes pour la santé de la femme parce que c'est grâce à des projets comme ça en fait que les choses changent et donc vraiment bravo à toi. Voilà. Merci à toi pour l'opportunité que tu me donnes d'en parler et merci pour ton très beau podcast. Merci beaucoup et à très bonne fin d'écoute à vous et très bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode.